5 attentats anti-français aujourd'hui en Espagne. Pas de victimes, mais des dégâts matériels importants. À Hendaye, la manifestation de soutien aux réfugiés basques espagnols prévue demain est interdite. La polémique autour du sondage sur le projet de référendum. Les 3 sénateurs de l'opposition qui avaient assigné en justice l'Institut de sondage sont déboutés. Commémoration dans le calme en Pologne, à Gdansk. Lech Walesa et ses compagnons ont célébré le 4e anniversaire des grèves des chantiers navals. En selle, le jockey Yves Saint-Martin courra à Deauville demain, 2 mois après son accident. Madame, Monsieur, bonsoir. De part et d'autre des Pyrénées, la tension, alimentée quotidiennement par le séparatisme basque et par le problème des réfugiés espagnols en France, la tension s'aggrave. Les autorités françaises ont décidé d'interdire la manifestation que préparaient à Hendaye différentes associations proches des mouvements nationalistes basques espagnols, manifestation qui devait avoir lieu demain. Un important dispositif policier est prévu pour empêcher toute agitation. La coordination nationaliste basque française des Herri Taldeak maintient ce soir dans un communiqué son appel à la manifestation. Et de l'autre côté de la frontière, à l'appel de la coalition politique basque Herri Batasuna, les nationalistes devraient manifester demain à Fontarabie contre la politique française vis-à-vis des Basques espagnols. Côté espagnol, en effet, les intérêts français continuent de faire les frais de la colère basque. 5 attentats ce matin à Madrid, à Barcelone et même à Grenade. Le rythme des attentats s'accélère depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau jeudi dernier, favorable à l'extradition de 4 militants basques. François Cornet. 2 succursales de la régie Renault, l'une à Barcelone, l'autre à Madrid, ont subi dans la matinée d'importants dégâts matériels par l'explosion d'engins de forte puissance. Action menée dans les 2 attentats comme une véritable opération commando. 2 ou 3 jeunes gens, l'arme au poing, font irruption dans les locaux, intiment au personnel et aux clients l'ordre de quitter les lieux, placent leurs bombes et disparaissent avant même que l'alerte soit donnée. Ce matin encore à Grenade, en Andalousie, une autre succursale Renault et ce concessionnaire Citroën ont également été la cible des poseurs de bombes. C'est la première fois, notent les observateurs, que des intérêts français sont touchés en Andalousie. Ces 4 attentats ont été revendiqués aujourd'hui par le groupe révolutionnaire armé du 1er octobre, le Grapo, mouvement d'extrême gauche. Un rythme d'action à la bombe qui, incontestablement, s'accélère depuis la fin de la semaine dernière. Une autre bombe déposée ce matin encore dans une agence de la BNP à Madrid a pu être découverte à temps par les artificiers de la police espagnole qui ont provoqué l'explosion contrôlée de l'engin après avoir fait évacuer les locaux. En Pays Basque, aujourd'hui toujours, une voiture immatriculée en France a été partiellement incendiée, ce qui porte à 42 le nombre des voitures françaises détruites par le feu en Espagne depuis le début du mois de juillet. Sans compter les pneus crevés d'une 60aine de véhicules et l'incendie criminel de cars ou de poids lourds français. L'été sera chaud et même tropical, titrait hier le journal indépendantiste basque connu pour refléter les vues de l'ETA militaire et de son expression politique. Hier encore, l'ETA annonçait un durcissement dans ses attaques contre les biens et intérêts français en Espagne à la suite du renforcement de la coopération antiterroriste entre Paris et Madrid. En France, à Lyon, mais aussi à Los Angeles, à quelques heures d'intervalle, le terrorisme arménien se manifeste à nouveau. C'est en effet l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, l'Assala, qui a revendiqué à 2 reprises l'explosion qui a eu lieu hier après-midi à Lyon dans une consigne de la gare. Et c'est l'Assala encore qui a revendiqué un attentat manqué à Los Angeles contre la délégation turque aux Jeux Olympiques. Jean-Marc Ilouz. 6000 personnes évacuées hier à l'aéroport de Los Angeles après la découverte d'une bombe à bord d'un autobus transportant les bagages des athlètes turcs. Surprise, un policier américain vient d'être arrêté, celui-là même qui avait trouvé l'engin. Mais c'est à Paris que l'attentat a été revendiqué au nom de l'Assala. Coup de fil anonyme au bureau de l'agence américaine Associated Press. Carnage évité de justesse en France aussi hier à la gare de Lyon-Perrache. L'engin placé dans un casier de la consigne a explosé à 17h20. 2 blessés très légers seulement.
Par miracle, le hall de la gare était très peu fréquenté à cette heure-là. De plus, le dispositif de mise à feu de l'engin aurait mal fonctionné. Là encore, appel anonyme, cette fois-ci au bureau de l'agence France Presse à Lyon. Une menace, la Sala frappera une nouvelle fois. À Lyon, les enquêteurs s'efforcent de vérifier l'origine et la paternité de l'attentat et recherchent ce soir un suspect. La Sala, longtemps basée à Beyrouth, est l'une des organisations clandestines arméniennes qui a signé nombre d'attentats contre des intérêts turcs ces dernières années. Jean-Marc Dubois. 1915, 1 500 000 Arméniens sont massacrés en Turquie, ce que l'on a appelé le génocide arménien. Malgré 60 ans de patientes démarches diplomatiques, beaucoup de nations, dont la Turquie, ne reconnaissent toujours pas la réalité de cette tragédie. De ce constat naît en 1975 au Liban la Sala, armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. Une organisation terroriste qui recrute dans les rangs d'une jeunesse déçue par le silence international et attirée par le succès des organisations palestiniennes. La Sala est responsable de plusieurs dizaines d'attentats visant surtout des intérêts turcs. 24 septembre 1981, 40 personnes sont prises en otage dans le consulat de Turquie à Paris. Un mort. Ankara, août 82. L'organisation décide de frapper un grand coup. Une opération commando dans l'aéroport d'Ankara. 11 morts, 69 blessés. 28 février 1983 à Paris. C'est l'agence turque Marmara qui est visée. Un mort. À partir de là, les actions de la Sala se radicalisent. Plusieurs attentats sont revendiqués par le groupe Orly. Mais pour tout le monde derrière ce sigle, il y a les durs de la Sala. 22 janvier 1983, la cible c'est le siège de la Turkish Airlines à Paris. Et puis, le 15 juillet 1983, c'est l'attentat d'Orly. 8 morts, 54 blessés. La communauté arménienne internationale condamne cet acte. Un attentat qui marque la scission de la Sala. D'un côté, les durs de l'organisation. De l'autre, ceux qui ne veulent plus de ce type d'action aveugle. Depuis, le mouvement semblait en sommeil. Mais avec les attentats de Lyon et de Los Angeles, c'est peut-être le réveil de la branche dure de la Sala. La Turquie demande aujourd'hui une coordination internationale contre le terrorisme et en France, la Fédération révolutionnaire d'Achnak, qui est majoritaire dans la communauté arménienne française, condamne dans un communiqué publié aujourd'hui, condamne avec vigueur ce qu'elle appelle le lâche attentat perpétré hier après-midi à Lyon. Le président du tribunal de Paris a décidé ce matin de débouter les 3 sénateurs de l'opposition qui avaient assigné en référé l'Institut de sondage Ipsos, le journal Le Matin et l'Association pour le référendum sur les libertés publiques. Messieurs Pasqua, Dailly et Pado contestaient les conditions de publication et aussi d'affichage d'un sondage réalisé le 1er août dernier, selon lequel 70% des Français approuvaient le projet de référendum, sondage contesté ensuite par la commission des sondages. Serge Misret. Il est 11h45 précise quand le tribunal de grande instance rend son jugement qui déclare donc irrecevables les requêtes des sénateurs Pasqua, Dailly et Pado. Il réclamait 1. L'interdiction de la publication publicitaire du sondage. 2. L'obligation de publier le jugement de la commission des sondages. 3. La mise à blanc des panneaux publicitaires où était affiché le dit sondage sur le référendum. Sitôt le jugement rendu, Maître Devedjian, le maire RPR d'Antony et défenseur des sénateurs, réagissait de la sorte. C'est un échec sur le point de la recevabilité, c'est une victoire sur l'appréciation sur le sondage, puisque le tribunal reconnaît que la mise au point de la commission des sondages qui est contestée par mes adversaires est une mise au point parfaitement pertinente. Donc sur ce plan-là, le tribunal a dit la mise au point de la commission des sondages est valide, mais je ne suis pas en mesure de la mettre en œuvre, moi, tribunal. L'association pour le référendum, mise en cause avec Ipsos et Le Matin, gagne donc sur le fond, même si les juges ne lui accordent pas les dommages et intérêts qu'elle réclamait. Pas parce qu'on est de gauche ou de droite qu'on est plus attaché aux libertés, c'est un peu le bien commun de tous les Français. Et j'ai eu le sentiment que ce que l'on mettait en cause, c'était la liberté d'association et la liberté d'expression. Eh bien, ces libertés, nous y sommes très attachés et nous comptons bien les exprimer et continuer par conséquent l'action de l'association. Dans leur décision, les juges ont d'abord estimé que les sénateurs n'étaient pas mis en cause personnellement, ensuite que si M. Pasqua avait pu saisir la commission des sondages, cela ne lui donnait pas pour autant le droit d'agir en justice. En clair,
les juges viennent de renvoyer les protagonistes de cette histoire régler leur querelle hors du palais. Tout en s'inclinant devant la décision de justice, les 3 sénateurs en appellent au garde des Sceaux pour que soit publié au moins l'avis de la commission des sondages. Le parquet n'a aucune compétence en la matière, réplique ce soir le ministère de la Justice. L'Institut Ipsos, de son côté, attaque les sénateurs en diffamation et se réjouit de la prochaine publication d'un autre sondage réalisé par l'Institut BVA et qui confirmerait la tendance de son propre sondage. Compromis en vue dans le conflit Citroën. La direction a annoncé aujourd'hui la réunion la semaine prochaine d'un comité central d'entreprise qui examinera un nouveau projet visant à éviter les licenciements. Martine Gilson. Le 22 août, la direction va proposer une formation de 10 mois pour tous les licenciés. Incontestablement, même si l'on ne sait pas qui va payer cette formation, Citroën fait une concession. Pour en arriver là, Michel Delbar, le nouveau ministre du Travail, la direction et les syndicats ont multiplié les contacts fin juillet. Autant de discussions qui ont donné lieu à un changement de ton de la CGT. André Saint-Jean, le leader des métallurgistes, affirmait début juillet « Il n'y aura pas de licenciement chez Citroën ». Aujourd'hui, il refuse toujours les licenciements, mais il demande, je cite, « des solutions vraies en matière de formation », ce qui le rapproche de la direction. La situation donc semble se débloquer. Bien sûr, on ne sait pas quelle sera le 22 août l'attitude de l'ensemble des syndicats. On ignore aussi comment réagiront les salariés concernés qui reprennent le travail le 28 août. Mais ce qui début juillet était un casse-tête pour le gouvernement évolue aujourd'hui vers un compromis possible. Globalement, le marché automobile français accuse un léger mieux en juillet après les très mauvais résultats de juin. Selon la chambre syndicale, la chute des ventes s'est un peu tassée, surtout au profit des voitures étrangères qui représentent 41% du marché. Si vous avez souscrit un plan d'épargne logement et si vous l'avez alimenté en 4 ans sans acheter, vous avez bien fait. Car à partir de jeudi, le crédit sera de 1% moins cher. Parallèlement, le taux d'intérêt des plans d'épargne logement est ramené de 10 à 9%. Ces dispositions complètent les mesures annoncées hier par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, mesures qui diminuent le coût du crédit. Les retombées attendues en matière de logement, Geneviève Moll. Jeudi, votre banque ne vous servira plus 10, mais 9% d'intérêt sur l'argent bloqué de votre plan épargne logement. En revanche, le taux de crédit de l'emprunt que vous ferez à partir de votre plan épargne logement baissera, lui, de 8 à 7%. Mais c'est la première de ces 2 mesures qui a provoqué ce matin la réaction de certains épargnants. Nous avons des clients qui nous ont téléphoné dès l'ouverture ce matin pour nous demander si, en venant aujourd'hui, s'ils pourraient avoir des plans à 10%, et je leur ai conseillé de venir aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Ça, c'est pour les dépôts. Mais pour les emprunts, cet abaissement du taux du crédit va-t-il inciter les gens à investir davantage dans l'immobilier? Par exemple, cet appartement coûtera, terminé, 500 000 francs. Si vous avez 100 000 francs sur votre plan épargne logement, votre banque vous prêtera encore 100 000 francs. Mais il vous faudra trouver le complément, c'est-à-dire 300 000 francs, et c'est là que le véritable problème se pose. Très souvent, les emprunteurs qui bénéficient d'un plan ou d'un compte d'épargne logement doivent bénéficier concurremment d'un prêt complémentaire qui lui est consenti au taux d'intérêt qui est celui du marché, c'est-à-dire un taux relativement élevé, actuellement de l'ordre de 15 à 16%. Est-ce que l'État ne pourrait pas intervenir auprès des banques pour leur demander d'abaisser ces taux d'intérêt? C'est peut-être possible, mais a priori, il semble qu'il y ait une difficulté difficilement surmontable dans la mesure où les établissements bancaires qui pratiquent ce type de crédit se financent dans leur grande majorité sur le marché monétaire, lequel connaît actuellement des taux d'intérêt relativement élevés. Ainsi, l'abaissement des taux des crédits épargne logement est, selon les professionnels, une mesure psychologiquement favorable. Mais elle ne se concrétisera dans une véritable relance du marché immobilier que lorsque les taux d'intérêt des prêts complémentaires auront eux aussi diminué. Et cela ne dépend que de la conjoncture financière.
Parmi les réactions au train de mesures sur l'épargne et le crédit annoncé hier par M. Bérégovoy, la plus réservée est celle du Parti communiste qui, par le biais de l'Humanité, ce matin, dénonce ce qu'il appelle le grignotage de l'épargne populaire et demande à nouveau un changement de cap de la politique économique. Du côté de l'opposition, l'ancien ministre de l'économie, René Monory, estime qu'il s'agit d'un progrès, mais pas d'une grande victoire. À l'étranger, union surprise annoncée aujourd'hui. Le Maroc et la Libye ont signé un traité instituant une union d'États, traité qui entrera en vigueur après son approbation par les deux peuples. Le roi Hassan II a reçu hier à Oujda, près de la frontière entre les deux pays, le colonel Kadhafi. Pour le Libyen, il s'agit d'une 7e tentative d'union avec d'autres pays africains ou arabes, les précédentes n'ont jamais abouti. Pour le Marocain, l'intérêt est plus tactique. Philippe Rochaud. Étonnant traité que vient de signer le roi Hassan II avec le chef de la révolution libyenne, mais manœuvre habile, beaucoup plus que geste sincère. Le souverain chérifien profite de la volonté du colonel Kadhafi de sortir de son isolement. Depuis un an, la Libye ne soutient plus le Front Polisario, qui se bat au Sahara contre l'armée marocaine, et la Libye est en froid avec l'Algérie, ce qui fait aussi l'affaire du Maroc. Embourbé dans le conflit du Tchad, le colonel Kadhafi veut réintégrer la grande famille arabe. À 4 mois du sommet de Riyad, les pays conservateurs comme le Maroc et même l'Arabie lui tendent la main. Kadhafi est un habitué des tentatives d'union, 7 en 15 années de pouvoir. La plus marquante a été la naissance de la Fédération des républiques arabes qui devait regrouper l'Égypte, la Syrie, mais resta purement théorique. Avec une population de 3 millions d'habitants seulement, la Libye de Kadhafi a toujours tenté de mieux s'intégrer dans le monde arabe en s'unissant à ses voisins, comme l'Égypte. Mais ces unions, sans doute sincères, ont toujours échoué. Quelques mois après cette rencontre, éclatait la guerre d'octobre 73 et les divergences entre Kadhafi et Sadat mettaient un terme à l'union entre les deux pays. La fusion avec la Tunisie en 1974 va coûter sa place au ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Masmoudi. Toutes les tentatives d'union de la Libye avec d'autres pays arabes ou africains ont échoué. 10 ans après, on déchirait même les portraits du président Moubarak dans les rues de Tripoli. Alors en sera-t-il de même dans quelques mois pour les portraits du roi Hassan II? Ce pourrait être le résultat de cette alliance contre nature entre le Maroc et la Libye. Le colonel Kadhafi est ce soir en Tunisie après une visite éclair à Alger. Les premiers bateaux britanniques et français qui vont participer à l'opération de déminage dans le canal de Suez et en mer Rouge vont arriver dans la région cette nuit. Les États-Unis, l'Égypte et la Grande-Bretagne, on le sait, ont constitué à cet effet un comité de coordination, mais la France, suivie sans doute par l'Italie, a décidé de ne pas y participer pour éviter que le déminage ne ressemble à une opération multinationale comme celle du Liban. Par ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis au Caire a démenti aujourd'hui que des mines aient été trouvées ces derniers jours par les artificiers américains qui sont déjà à l'œuvre dans le golfe de Suez. Ils ont repéré un grand nombre d'objets suspects, mais il n'y a aucune preuve de la présence de mines, précise-t-on au Caire. En Irlande du Nord, c'est dans le calme que s'est déroulée hier soir à Belfast la manifestation de protestation organisée par la branche politique de l'IRA au lendemain des violents affrontements qui ont fait un mort dimanche soir. Le secrétaire britannique à l'Irlande du Nord, James Pryor, s'est efforcé aujourd'hui d'atténuer la tension en s'attribuant l'entière responsabilité des événements. Il a admis que sa décision d'interdire l'arrivée dans la province d'un sympathisant américain de l'IRA avait été une erreur. Cet avocat américain était quand même présent à Belfast et c'est en essayant de l'arrêter que la police a tiré, tuant un jeune catholique de 22 ans dimanche soir. En Pologne, Lech Walesa et les partisans de Solidarité jouent la conciliation avec le régime. À l'occasion du 4e anniversaire des premières grèves d'août 80 dans les chantiers navals de Gdansk, c'est avec discrétion et sans aucun tapage que Walesa est allé fleurir tout à l'heure le monument dédié aux ouvriers des chantiers Lénine. Nous sommes en faveur d'une entente, nous célébrons l'anniversaire des accords et non pas le début de la lutte, a déclaré le dirigeant du syndicat dissous. Hier soir à Gdansk, 4000 partisans de Solidarité, Walesa en tête, ont assisté à une messe de commémoration. Daniel Lecomte. Ils étaient 4000 hier soir dans l'église des chantiers navals Lénine à Gdansk. 4000 partisans de Solidarité accomplissant le vœu traditionnel de la victoire. 4000 fidèles
réunis autour de Lech Walesa, leur chef de file, pour une messe commémorant le 4e anniversaire des grèves d'août 80. Au centre de l'assistance, une banderole portant le sigle du syndicat dissous et les délégations des 16 usines de Gdansk qui s'étaient mises en grève à l'époque. À l'extérieur, le dispositif policier est invisible et Lech Walesa peut être accompagné chez lui sans encombre par des dizaines d'amis. Interrogé sur la discrétion de cette commémoration, le leader du syndicat a déclaré « Nous sommes en faveur d'une entente, c'est pour cela que nous préférons célébrer les accords de Gdansk le 31 août plutôt que le début de notre lutte ». Indiscutablement donc un nouveau climat règne aujourd'hui en Pologne. Un climat consécutif à l'ouverture des prisons grâce à la loi d'amnistie décrétée le 22 juillet dernier. Une amnistie qui a permis à 600 prisonniers politiques et non des moindres de retrouver la liberté. Dans un premier temps, on a pensé à une manœuvre du régime. Une manœuvre destinée à séduire l'Occident afin d'obtenir les crédits nécessaires du Fonds monétaire international. Mais les réactions de l'opposition polonaise donnent à penser que l'enjeu est plus important. L'Église, par exemple, a fait savoir par Monseigneur Glemp qu'il s'agit, je cite, d'un grand pas en avant pour la liberté. Lech Walesa, quant à lui, a parlé d'une mesure importante, d'un pas dans la bonne direction qui devrait conduire à la reconnaissance du pluralisme syndical. Ainsi, 4 ans après les accords de Gdansk, malgré la prison, malgré l'état de siège, la détermination des Polonais n'a pas changé. Ce qui a changé en revanche, c'est qu'on est aujourd'hui plus réaliste. On n'exige plus tout de suite, comme c'était le cas il y a 4 ans précisément, lors de la signature des accords de Gdansk. Il faut persuader le régime que nous ne voulons pas prendre le pouvoir, dit aujourd'hui Walesa. Une prudence partagée par ses amis les plus proches, qui viennent de lever un obstacle essentiel à la reprise du dialogue avec le régime. Solidarité désormais n'exclut plus de travailler dans les syndicats officiels, à condition que le pluralisme syndical y soit reconnu. Un geste important qui répond à celui fait par le pouvoir avec l'amnistie et qui débloque une situation jusque-là sans issue. Reste à savoir maintenant si l'on peut trouver aujourd'hui en Pologne ce point d'équilibre que l'on n'a pas trouvé hier entre les volontés de l'État et celles de la société. Une défection qui complique les rapports entre la Suède et l'Union soviétique. Un ministre adjoint de la République soviétique d'Estonie et son épouse ont réussi à gagner la Suède et ils demandent l'asile politique. L'Estonie est l'une des petites républiques baltes dont les dirigeants ont été critiqués ces derniers temps par le Kremlin pour laxisme. Nancy a le torticolis, le chasseur est affamé 2 fois. Ces 3 messages, diffusés le 14 août 1944 par la radio de Londres, donnaient il y a 40 ans le signal du débarquement allié en Provence. Demain, le Premier ministre Laurent Fabius et le ministre de la Défense Charles Hernu commémoreront cet anniversaire en présence d'une importante délégation américaine. 9 semaines après l'opération Overlord en Normandie, le débarquement de Provence complétait l'offensive alliée contre les Allemands. Henri Boniguel. Nancy a le torticolis, le chasseur est affamé 2 fois. Ce sont les 3 messages qui, diffusés depuis Londres, vont donner le signal du débarquement en Provence et dans le sud de la France. Organisée depuis l'Afrique du Nord, l'Italie et la Corse, l'opération est baptisée Dragon et elle a pour premier objectif de reprendre les ports de Toulon et Marseille. Les Allemands s'attendent à un débarquement, mais ils le redoutent en Languedoc. En fait, les Alliés ont choisi de débarquer dans les secteurs de Cavalère et Saint-Tropez, les moins bien protégés par les forces allemandes. Les Alliés vont engager 450 000 hommes dans l'opération. Les 10 divisions américaines seront commandées par le général Patch et les 7 divisions françaises qui composeront plus tard la première armée seront commandées par le général Delattre de Tassigny. Les Français auraient bien voulu être les premiers à débarquer chez eux, mais l'état-major allié va finalement leur préférer les troupes américaines, déjà aguerries par les débarquements de Sicile et d'Italie. Quand les Français prennent pied sur la côte, les Américains ont déjà établi 2 têtes de pont et contrôlent solidement le secteur de l'Estérel entre Cavalère et le Dramont. Beaucoup de soldats français seront même déçus par l'accueil qu'ils vont recevoir. Mézom dira plus tard, l'actuel général Magendie pensait arriver en seigneur, mais à leur passage, on leur fera même payer le vin. En fait, la mission des Français est précise. Ils ont pour objectif de marcher sur Toulon puis sur Marseille, tandis que les Américains continuent vers l'Est, Cannes, Antibes et Nice.
Les combats sur Marseille vont commencer le 20 août. Avec le soutien de la résistance, il faudra 8 jours au général de Montsabert pour obtenir la reddition de la garnison allemande. Toulon et Marseille étant tombés, le reste de la côte étant solidement contrôlé, les troupes alliées vont pouvoir dès lors continuer leur progression en remontant la vallée du Rhône. Une image qui, aux États-Unis en tout cas, symbolise la fin des Jeux Olympiques et le triomphe américain à Los Angeles. Le président Reagan a reçu l'imposante délégation des médaillés américains, compliments et effusions, et c'est ainsi que la très grande gymnaste Mary-Lou Retton, qui mesure moins d'1,50 m, a posé pour la postérité à côté du président américain, qui lui a 30 cm de plus qu'elle, mais ne fait pas de gymnastique. Le 10 juin dernier, il était à nouveau victime d'un mauvais accident à Chantilly. Demain, il va remonter en course à Deauville. Yves Saint-Martin, le jockey aux 3000 victoires, en espère une de plus dès demain. Il est à nouveau en pleine forme, comme l'a constaté Jean-Pierre Quinson. Pour Yves Saint-Martin, actuellement, la natation, ce n'est pas qu'un plaisir. Cela fait partie de sa rééducation. Ces 4 vertèbres fracturées lors d'un accident au départ d'une course ont nécessité 6 semaines de soins intensifs à l'hôpital des jockeys de Chantilly. Bien sûr, c'était pas facile, c'était douloureux. Enfin, j'ai souvent serré les dents et puis je suis arrivé à un bon résultat. Y a-t-il eu des moments où vous avez douté? Non, jamais. J'ai toujours gardé mon moral. Il n'y a qu'une journée à l'hôpital, c'était peut-être 15 jours après ma chute, où là j'ai passé une journée épouvantable. Mais ça a été, j'ai remonté vite la pente et le lendemain c'était déjà oublié. Qu'est-ce que vous entendez par journée épouvantable? Parce que j'ai craqué, j'ai pas eu le moral pendant une journée. Et puis, comme ça peut arriver à tout le monde, je suis fait comme tout le monde. Ce Martin, sur les pistes d'entraînement de Deauville, c'était l'ultime répétition. Peu de témoins hormis la pluie et notre caméra. Le jockey célèbre et sa monture ont parcouru 1600 mètres bon train. Un dernier test qui s'est révélé positif. Je suis très bien, j'ai eu quelques courbatures mardi hier, parce que j'ai commencé à monter pour la première fois avant-hier. Et puis la rééducation m'a fait du bien, j'ai plus de courbatures, je suis bien pour me rattaquer demain. Aucune séquelle, ni d'appréhension? Non, aucune. Non, tout va bien. Alors pensez-vous regagner dès demain? Vous savez, les courses, c'est jamais gagné tant qu'on n'a pas passé le poteau, mais enfin, j'espère bien sûr, je monte pour ça. Je crois que vous avez 42 ans là actuellement, vous êtes riche et célèbre comme on dit. Le récepteur m'a tout pris. Vous n'avez jamais la tentation d'arrêter? Pour le moment non, tant que je n'ai pas d'appréhension et que ça marche toujours, à moins d'un gros pépin qui m'empêche ou qui me finisse par me dire d'arrêter vraiment. Même celui que j'ai eu c'est peut-être un avertissement, je ne sais pas, mais enfin j'ai pas le moral atteint, j'ai toujours le moral et j'ai envie de monter. C'est mon métier, c'est mon travail. Et toujours la même passion? Toujours la même, oui. Je suis gagneur alors. Un tempérament qui lui a permis de remporter l'année dernière sa 15e cravache d'or. Celle-ci lui sera d'ailleurs remise ici, au Casino de Deauville, samedi prochain, par Michel Sardou. Yves Saint-Martin courra demain à Deauville dans la 2e et dans la dernière course, mais il ne participera pas au quartet car son cheval est souffrant. Les pronostics de Pierrette Bresse pour ce quartet, le 12, le 6, le 11, le 15, le 8, le 7 et le 14. Un non partant, l'As, le cheval d'Yves Saint-Martin. Le journalisme en deuil, Jacques Alba, un grand ancien d'Europe 1, de RTL et de Radio Monte-Carlo, vient de mourir brutalement en Normandie. Il avait 61 ans. Laurent Boussier va nous parler du temps de demain. Oui, je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais en tout cas le temps va s'améliorer, il restera quand même souvent nuageux. Regardons la photo qui a été prise il y a quelques heures à peine par le satellite Météosat. Un anticyclone se crée sur l'Atlantique, il va protéger tout le sud-ouest du pays. Une dépression se creuse sur l'Europe de l'Est, elle va affecter tout le nord-est du pays. Et la carte pour demain sera une fois de plus coupée en deux. Avec sur toute la moitié nord-est un temps encore très nuageux, même s'il y aura plus d'éclaircies qu'aujourd'hui, un temps également très pluvieux. Sur toute la moitié sud-ouest, beaucoup de soleil, quelques nuages près des Pyrénées, mais il n'y aura pas d'orage. Par contre, des orages, il y en aura sur les Alpes et un petit peu sur la Corse. Il fait très beau, surtout le bassin méditerranéen. Les pressions sont stationnaires, les températures sont stationnaires, de temps en temps 1 degré de plus comme à Brest, 23 degrés, de temps en temps 1 degré de moins comme à Perpignan, 1 degré de moins et 2 maximum, 28 degrés à Bordeaux et à Toulouse quand même. On est quand même relativement proche des normales saisonnières. Notre agenda enfin, demain c'est le mercredi 15 août.
c'est férié. Le soleil se lève à 6h48, se couche à 21h06, 2 minutes de soleil en moins. C'est l'Assomption, c'est la Sainte Marie qui est la patronne de la France par la Vierge, évidemment. À 23h05, Roger Isabelle vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi avec Noël Mamère. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.